Bonsoir, on va continuer avec la période des questions. Si on résume, Daniel, la première partie de la conférence, on peut-tu dire que l'homme, parce qu'il ne peut pas voir réellement, clairement, mais qui regarde à travers ses concepts, à lui, c'est là que l'injustice apparaît au bout de ses lunettes, finalement. C'est que l'homme ne voit pas là où est la justice, alors automatiquement l'homme décide d'en instaurer une. Et dans la justice instaurée par l'homme, il n'y a qu'injustice, et dans la justice que l'homme ne voit pas et que lui appelle l'injustice parce qu'il n'en voit pas le cadre, là il y a justice. OK, on passe avec une première question ici. Est-ce que ceux qui militent pour la paix ont plus de conscience que ceux qui s'en foutent? Agir vaut-il mieux que ne rien faire? Vois-tu, ceux qui militent pour la guerre, ils militent pour quelque chose. Ils ont autant de conscience que ceux qui militent pour la paix. Hein? Et puis tu as ceux qui s'en foutent, mais qui, en fin de compte, militent pour d'autres choses. Alors, tous ceux qui militent d'avoir ce qu'ils vont avoir. Mais, non, la conscience, c'est d'être capable de comprendre et de percevoir quelque chose, de l'analyser, puis de voir la conséquence d'une chose. C'est ça, une conscience, un état de conscience. Hein? Et l'état de conscience, les individus qui militent pour la paix ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Hein? J'ai déjà dit qu'on militait pour le désarmement des missiles nucléaires américains, pas pour les missiles nucléaires soviétiques. Alors, si tu regardes l'état de conscience même, l'état de conscience de ceux qui militent pour quelque chose, s'ils n'en voient pas les conséquences réelles, et comme les militants sont des militants qui sont groupés en masse, et dans une masse, il n'y a jamais de conscience, il n'y a qu'un troupeau, alors automatiquement, ceux qui militent pour la paix, comme ceux qui font la guerre, comme ceux qui militent pour n'importe quoi, n'en voient pas les conséquences. Ceux qui militent pour la séparation du Québec, comme ceux qui militent pour la non-séparation du Québec, ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'en voient pas les conséquences. Ils ont quelques idées psychologiques, ils ne savent pas exactement d'où ce que ça vient. Ils en font une étude plus ou moins dépendant de ce qu'eux autres recherchent. Mais ils n'ont aucune idée des conséquences dans 15, 20, 30 ou 50 ans. Alors, ce qui fait que ceux qui militent pour la paix n'ont pas plus de conscience que ceux qui s'en foutent. OK. Selon toi, que vient faire une philosophie comme celle de la Fraternité blanche universelle au Québec présentement? Bien, étant donné que la Fraternité blanche universelle est au Québec présentement, j'en parlerai pas. Chose qui est sûre, c'est quelque chose qui est très bon en ce sens que ça va apporter et que ça apporte déjà une immense leçon à ceux qui en font partie. Une question qui me vient personnellement là, par rapport à la semaine passée. Des choses qui arrivent. On avait fait parler un peu des arts martiaux. Je me rappelle d'avoir déjà entendu une phrase qui disait « Un geste pensé, c'est un geste raté ». OK? Ça aussi, pourrais-tu faire un lien avec ça par rapport à la justice et l'injustice? Bon, vois-tu, ce qui arrive, c'est qu'au niveau, non, il n'y a pas tellement de lien à faire. C'est-à-dire qu'il y en aurait un, mais il faut premièrement voir le lien sous différents plans. Dans les arts martiaux, un geste pensé, c'est un geste manqué. Ça veut simplement dire ça que dans les arts martiaux, tu as une pratique de répétition de certaines choses. Et si tu pratiques de façon à vouloir te défendre ou de façon à vouloir être violent, la majorité de tout ce que tu vas apprendre, tu vas l'enregistrer dans ta psychologie mémorielle, celle qui va t'amener une assurance. Parce que tu sais que tu es capable de casser des briques ou de casser la tête de quelqu'un. Bon. Si tu arrives à te battre, tu devras donc rechercher dans ces mémoires-là la méthode pour pouvoir pallier à un coup de poing, un coup de pied, à une arme blanche ou à une arme à feu. Et tu devras donc réagir en fonction de ce que tu vas avoir trouvé au niveau de tes mémoires. Donc, tu réfléchis pour savoir comment éviter un coup de poing. Alors, si ta réflexion se fait plus lentement que le coup de poing qui te vient, bien évidemment, tu manges un coup de poing en face. Et si tu donnes un coup de poing après avoir réfléchi, donc tu as quasiment télégraphié à l'individu ou à à l'animal ce que tu vas faire, ce qui fait que donc un coup pensé est un coup manqué. Parce qu'en réalité, si tu pratiques un art, qu'il soit le tennis ou un art, qu'il soit le judo ou l'aïkido ou le karaté, si ça c'est ancré, donc pas dans ta psychologie, tu ne pratiques pas en pensant. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'idée d'autodéfense, donc de violence déjà. Il n'y a pas d'idée de violence, quoi que ce soit. Tous ces mécanismes-là sont donc enregistrés au niveau de la mémoire, non pas psychologique, mais de la mémoire physique et vitale de l'être humain, donc de la mémoire animale. Ce qui va simplement venir gonfler le schéma d'instinct que tu as. Maintenant, l'instinct est contrôlé par la psychologie ou par le mental de l'homme ou par le supramental dépendant du niveau de l'homme. Alors automatiquement, si tu aurais à donner un coup, par exemple, tu te fais attaquer,
tu ne seras pas branché dans ta mémoire psychologique, celle de l'agressivité, donc celle où tu devras réfléchir tes coups, mais tu seras branché dans une mémoire instinctive d'animal, celle qui va protéger. Donc, tu sauras instantanément quoi faire parce que tu ne seras pas brimé par la réflexion qui prend un laps de temps. Et le laps de temps de la réflexion, demande-toi si tu freines quand tu vois un enfant devant de ton auto, ben tu vas perdre le temps de te demander si tu freines ou non pour après ça appliquer les freins. Et si tu es instinctif, tu vas donc appliquer les freins immédiatement lors de la perception de l'enfant, tu n'auras pas perdu le temps de la réflexion. Et si tu es supramental, évidemment, tu vas appliquer les freins bien avant que l'enfant apparaisse en avant de ton char. Bon. Mais disons que dans le normal, si au niveau des arts martiaux, si tu pratiques et que ça s'en va, disons, se mémoriser au niveau de l'instinct, tu n'auras pas à réfléchir tes coups et tu ne seras pas animal dans le sens que tu ne seras pas violent parce que c'est pas ta psychologie qui va déterminer ce que tu vas faire avec tes coups. Mais si tu apprends les coups pour, disons, pallier à des mécanismes qui sont manquants au niveau de ta psychologie, tu devras réfléchir pour te battre. Ce qui fait qu'un individu qui, disons, apprend à se battre, c'est un individu qui, comme tous les batailleurs de rue, a, disons, certains phénomènes qui vont aller avec. Puis un individu qui apprend, non pas pour se battre, même si c'est une méthode qui ressemble à une méthode de combat, l'individu apprend à se contrôler, ça c'est placé au niveau de ses mémoires vitales, donc ça va développer son schéma d'énergie vitale, hein, ça va développer un aura autour de lui où il pourra percevoir par un sixième sens, tous les objets ou les êtres humains qui vont pénétrer dans cet aura-là. Et il saura s'ils sont violents ou non. Mais même s'ils sont violents, il ne se retournera pas pour taper dedans. Parce que sa pratique n'aura pas été faite en but d'une violence. Par contre, il pourra le détecter. Et si l'individu pratique ça dans le but d'une violence, non seulement il devra réfléchir quand il aura affaire à un adversaire supérieur à lui ou égal à lui, mais en plus, tous les individus, tous les schémas qui pénétreront dans son aura, il les cataloguera comme étant mauvais, négatifs, parce qu'il va simplement percevoir sa propre émission à lui. Il est déjà violent dans sa psychologie. Alors, ce qui fait que ça crée lentement un individu qui est orgueilleux de par l'expressivité de son assurance, mais qui en réalité a plus peur qu'il avait peur avant. Alors, comme disait un de mes amis qui a commencé les arts martiaux, avant j'hésitais, maintenant j'ose plus. Dans un autre ordre d'idée, on parle souvent de l'évolution de l'homme en termes que l'homme va atteindre une espèce de conscience atomique. Est-ce qu'il y a une souffrance atomique aussi qui sera l'autre pendant de ça? Disons que les souffrances que l'homme va pouvoir vivre dans quelques temps ou dans quelques générations, ça sert absolument à rien d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est pas compréhensible par personne. Si moi je te dis que j'ai eu une attaque de cœur hier, un infarctus ou du moins une angine de poitrine extrêmement aiguë, oui, puis ça l'a fait comme si j'avais une aiguille qui me passait bord en bord du cœur. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? Puis j'avais l'impression qu'on m'écrasait le cœur. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? Les individus qui font de l'angine savent qu'est-ce que ça représente. Mais toi, qu'est-ce que t'en sais? Le soldat américain qui avait les mains liées derrière le dos, pendu au plafond, et qui se faisait limer les dents par un soldat allemand, qu'est-ce qu'il ressentait comme douleur quand il se faisait limer les dents avec une lime? Faut qu'il l'ait vécu, absolument. Lui, il sait. Alors, même si on en parle, on peut dire atroce, on peut dire très agréable, on peut dire plein de mots. Ça va définir quoi? Une souffrance atomique, de toute façon, l'homme a déjà assez peur de sa souffrance. Je n'irai pas lui dire en plus qu'il continue d'évoluer, de souffrir encore plus. Hein? Mais en plus, il ne pourra pas comprendre. Et surtout qu'il y a justement, c'est que le mot souffrance, dans la souffrance mentale, c'est bien différent d'une souffrance psychologique. La souffrance mentale, elle peut se donner une idée peut-être qui peut être compréhensible. C'est quand tu comprends un mécanisme et que tu n'es pas capable de le mettre en application. Ce qui fait que tu as une souffrance mentale, non pas psychologique. Elle peut dégénérer en souffrance psychologique par l'après, en dépression, etc. La personne qui est paresseuse, qui veut absolument se lever puis qui n'a pas l'énergie pour le faire. C'est un début de souffrance mentale. Mais la souffrance atomique, la souffrance supramentale, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Fait qu'on n'en parlera pas. OK. Une question aussi. Avec les conférences, les séminaires, les livres spécialisés ou les cours, ne sommes-nous pas plutôt en train de bâtir une mémoire planétaire plutôt que de vivre l'énergie supramentale? Bon, non. Non puis oui, évidemment. Parce que dans l'ésotérisme, c'est toujours non puis oui. Bon. Alors, avec les conférences, les séminaires, bref, avec les connaissances que la masse va accumuler, elle est en train de bâtir une mémoire astrale planétaire. Une mémoire astrale planétaire qui va avoir comme fonction de détruire les formes dans l'astral comme dans la matière. Certains conférenciers, etc., détruisent les formes dans la matière.
ou comme une bombe va le faire. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est donc extrêmement important que la masse ait accès à des connaissances pour pouvoir créer l'égrégore, ou du moins qu'on ait des orateurs pour parler, pour pouvoir créer un égrégore de type astral qui, dans l'astral, va s'occuper de détruire les formes astrales. Ce qui fait que toi, à un moment donné, tu crois à une chose, puis de plus en plus, ou de moins en moins, disons, tu crois à cette chose-là. Pourquoi? Parce que la chose dans l'astral, elle est déformée et elle se transforme suite à, disons, l'énergisation de connaissances supramentales ou mentales dans l'astral. Et lentement, toi, tu finis par te poser des questions et lentement, tu finis par douter. Pourquoi? Parce que tu es relié à une forme astrale qui est en train de se faire maganer par les connaissances, justement, complexes au niveau de l'astral. Alors, ce qui fait que, oui, c'est un très bon processus, mais ce n'est pas juste là, disons, que va s'opérer le phénomène de l'astral. Pourquoi? Parce que dans les communications, si on participe à certains séminaires intensifs, d'accord, disons certains, je dis bien certains parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent donner des séminaires, disons, de cet ordre-là, où on va avoir un phénomène beaucoup plus énergétique qu'un phénomène éducatif mémoriel. Alors, l'énergie même va te soulever, tu vas flotter dans les airs une semaine ou deux après le séminaire, l'énergie va te transformer et ça va te permettre, toi, justement, de pouvoir mettre en application des formes de connaissances énergétiques. Mais là encore, l'homme ne sait pas ce qu'est l'énergie. J'ai déjà essayé d'expliquer ce que c'était, mais disons que c'est un phénomène compliqué, parce que seul celui qui le sait. Et celui qui ne le sait pas ne peut qu'avoir des idées. Et dépendant de l'idée que tu as, ben, tu le sais ou tu le sais pas. Hein? Bon. Alors, la connaissance, c'est simplement l'expression d'une énergie. Alors, si tu réussis à comprendre tout d'un coup un phénomène, ben, c'est parce que l'énergie a réussi à venir en toi et à se placer là où elle devait se placer. Et l'expression dans la matière de cette énergie-là, ça peut être une connaissance. Alors, ce qui fait que le fait de venir à un séminaire ou à des conférences, si tu as de l'énergie au niveau de la conférence, donc automatiquement, tu vas pouvoir avoir une connaissance. Si tu ne perçois que la connaissance, tu ne perçois pas l'énergie, tu ne peux pas comprendre le processus même, disons, de l'importance de la conférence ou de la connaissance. C'est sûr que lire un livre, ça amène certaines choses, mais ça amène surtout une énergisation au niveau de l'astral à long terme. Alors, une conférence, ça amène une énergisation au niveau de l'astral, une subtilisation de l'astral, mais immédiatement. Et ça amène aussi une transmission d'énergie entre deux plans, le plan des auditeurs et le plan de l'orateur. Alors, ce qui fait que ce n'est pas une chose qui est inutile, c'est même extraordinairement utile. Parce que l'énergie qui n'est pas mise en application par une populace qui écoute va de toute façon être transformée par retour astral et va surtout transformer le reste de la population qui n'écoute pas. Et les individus qui ont accès à l'énergie de l'orateur, eux autres, immédiatement sont transformés, qu'ils le sachent ou non. Mais la transformation, c'est pas une initiation, une conférence. Un séminaire tel qu'on les fait présentement dans la province de Québec, ce ne sont pas non plus des initiations. Pour certains, ça peut être des initiations, mais ça ne sont pas non plus. Ça peut être bouleversant et transformateur radicalement, ça dépend des individus et ça dépend évidemment du but visé par celui qui manipule le séminaire. Mais il y a de l'énergie qui est transmise et là, il y a utilité. Mais il n'y a pas de transformation radicale et immédiate comme lors d'une initiation qu'on ne voit plus depuis déjà belle lurette. OK. Une initiation, en passant, est-ce que ça peut être collectif ou c'est toujours individuel? L'initiation, elle est toujours individuelle lorsqu'elle est faite par une intelligence supérieure, mais elle va être collective lorsqu'elle est faite par une volonté involontaire comme celle de l'astral, manipulée par une intelligence supérieure, une volonté volontaire. On a déjà eu ça dans une conférence. Alors, ce qui fait que, présentement, si tu as une guerre, tu as une initiation de masse. Et elle est assujettie aux lois régissant la psychologie de la masse. Si tu as une initiation individuelle, tu vas être assujetti aux lois régissant l'intelligence soit mentale, soit supramentale. Donc, c'est une initiation de beaucoup supérieure à l'initiation de la masse. Mais la masse ne peut pas être initiée à l'initiation solaire, ce qui fait qu'on va donc l'initier à une initiation lunaire, c'est-à-dire qu'une énergie camouflée, transformée, comme par le reflet de la Lune, par exemple, et l'individu va souffrir, mais ne mourra pas. Il n'est pas prêt à voir le soleil. OK. Une question aussi qui est plus environnementale de l'individu, là. Est-il bon de coucher dans des draps rouges ou d'avoir des couvertures rouges sur son lit? Merci. Bon, au niveau des couleurs, on a, disons que je peux peut-être faire un petit retour. L'aura de l'homme, c'est quelque chose qui exprime des énergies qui circulent en lui. Et ça, il faut bien comprendre ça, c'est que les couleurs sont
l'expression de la vitesse de vibration des formes d'énergie circulant chez l'homme. On a deux sortes d'aura visibles par un voyant. On a l'aura de l'énergie vitale, donc un petit aura, disons bleu, gris, qui circule au niveau de la surface du corps. Et on a une autre aura, qui est l'aura qui est l'expression de la psychologie de l'homme. Aura qui s'éloigne dans l'éther, dans l'espace jusqu'à l'infini, mais qui est perceptible par l'être humain selon la densité de l'aura. Alors, ce qui fait qu'un individu qui voit une aura qui est à quelques pieds de l'être humain pense que l'aura est limitée par le périsprit de l'âme à ce niveau-là, ce qui est faux. Et l'aura s'en va plus loin, mais l'être humain ne peut pas voir la subtilité de l'aura plus loin que quelques pieds, donc il s'imagine que l'aura est limitée. L'aura est colorée. Elle est colorée pourquoi? Parce que la couleur va exprimer dans la matière l'énergie justement de la psychologie de l'homme. Bon. Et évidemment, l'énergie de la manipulation psychologique sur l'énergie vitale et sur l'énergie physique. Ce qui va amener donc une expressivité de la condition physique de l'homme dans l'aura. On peut savoir si un individu est malade, si un organe est malade, si un organe est trop yin-yang, si on peut voir l'aura vitale, parce qu'évidemment dans le vital, tu as l'énergie tellurique et solaire, yin et yang. Alors, ce qui va arriver, c'est que la couleur te va bien ou la couleur te fait du bien si elle est en harmonie avec ton aura. Alors, ce qui fait que coucher dans des draps rouges, si ça est une harmonie avec ton aura, ça peut exciter certaines parcelles de ton aura qui vont être facilement excitables, donc transformables par l'énergie rouge. Alors, ça peut te rendre plus nerveux, ça peut te calmer. Ça va exciter une chose dans ton aura qui va être assujettie à l'énergie rouge. Ça dépend du rouge, ça dépend de tellement de phénomènes, et ça dépend surtout de ton aura. Donc, ça dépend de ta condition psychologique. Il n'y a aucune couleur qu'on peut, disons, suggérer en masse à un individu. Tout dépend de sa condition psychologique, disons donc de son aura. Ce qui fait que le brun ou le beige peut bien t'aller, comme il peut ne pas t'aller. Pourquoi qu'il ne te va pas? Parce que inconsciemment, les individus extérieurs perçoivent ton aura, mais ne peuvent pas la lire dans leur conscience, ils la perçoivent, et voyant la couleur, ils ont comme une espèce de réversion vis-à-vis de la couleur que tu portes. Le noir, si à ravir un individu, et il ne va pas du tout avec un autre individu. Pourquoi? Cherche pourquoi. Parce que dans son aura, il y a des affinités avec la couleur de son vêtement et avec la couleur de son aura que toi tu perçois mais que tu ne vois pas. Et ce qui fait que ça va. Alors disons qu'au niveau de ces couleurs-là, une chose qui est sûre, c'est que l'être humain n'évolue pas à partir des couleurs. Bon. Alors, ce qui fait que, selon moi, ça n'a aucune importance le fait de coucher dans des draps rouges ou non. La seule importance qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau médical, curatif, lorsque c'est fait dans un but. Mais le fait de coucher avec certaines formes de couleurs va amener une tendance chez l'être humain à refuser un changement dans sa psychologie s'il y a une affinité avec une couleur. Alors, ce qui fait, disons, que c'est un phénomène qui est, disons, qu'il faut tenir compte. La même chose que toi, tu pénètres dans l'aura d'un individu et ça ne va pas. Tu le trouves antipathique. Simplement que, disons, on parle de couleurs, là, mais en réalité, c'est les énergies qui vont s'exprimer sur le terme des couleurs. La couleur n'a pas d'importance. L'énergie a de l'importance. Mais parlons des couleurs. Si nos couleurs ne vont pas ensemble, on va te trouver antipathique. S'ils vont ensemble, on va te trouver sympathique. Et plus nos couleurs vont aller en harmonie ensemble, donc plus nos énergies vont arriver en consonance, en résonance, plus on va se trouver sympathique. Et plus ça va être en dissonance, moins on va se trouver sympathique. Et donc, c'est au niveau de couleurs. Alors, ce qui fait que la couleur que tu portes a une influence sur ta psychologie, la couleur des autres a une influence sur ta psychologie. D'ailleurs, les uniformes ont une idée, une transmission, justement, d'égrégores psychologiques astrales qui vont opérer une transformation chez l'individu. Un uniforme va exprimer quelque chose, et c'est une couleur. Hein? Alors, ce qui fait que, donc, les draps blancs, c'est très bon. Les draps rouges aussi. Il faut simplement ne pas s'attacher à une couleur. Si l'individu s'attache à une couleur, l'individu devient dépendant d'une forme. Si l'individu devient dépendant d'une forme, l'individu devient limité. L'individu est suffisamment limité pour ne pas avoir à se rajouter des limites. Plus l'individu va être capable d'être ambidex, donc de coucher dans ce qui coulera, n'importe où, de quelque manière que ce soit, plus l'individu va se libérer de contextes comme ça, plus l'individu va pouvoir se libérer des manipulations de l'astral, et plus l'individu va se rapprocher des manipulations de Dieu ou d'énergie supramentale. Une autre question. Le Nazaréen méritait-il son sort ainsi que Jean-Baptiste? Marie. Bon. Premièrement, il faut voir le sort et que veut dire mériter. Le Nazaréen ne méritait absolument rien. Le Nazaréen a construit son chemin et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, il n'y a jamais eu aucune forme de manipulation en ce qui concerne la pseudo-mort de Jésus le Nazaréen.
Jean le Baptiste était de toute façon un prophète qui avait déjà annoncé certaines choses. C'était la réincarnation de différents prophètes, Jean le Baptiste. Et lui-même savait ce qui devait arriver. Et là encore, il n'y a pas eu de justice humaine, il y a eu de l'injustice humaine et de la justice divine. Jean le Baptiste avait terminé sa mission, le Nazaréen n'a pas voulu le revoir, le Nazaréen n'avait pas à lui parler, le Nazaréen l'a re-rencontré par la suite parce que de toute façon le corps du Baptiste nuisait à ce que le Baptiste avait à faire. Les gens, on en a eu plein et les gens ont été importants, ont eu des affinités initiatiques similaires. Alors si on regarde le Baptiste lui-même devait mourir parce que sa mission était accomplie. Le Nazaréen et Jean le Baptiste avaient été à la même école, une école essénienne, une école, disons, de la secte des Nazaréens. Alors donc, Jean le Baptiste Nazaréen et Jésus le Nazaréen se sont connus étant enfants. Et ils ont d'ailleurs eu, disons, les deux venaient d'un plan supérieur à la planète Terre. Ils ont vécu ensemble, ils ont appris ensemble. Le Baptiste avait une mission à faire, il l'a accomplie. Une fois accompli, le Nazaréen, dans sa justice céleste, c'était pas question d'aller sortir le Baptiste de là ou de faire quoi que ce soit. Le Baptiste va mourir, il y a des choses qui vont se passer, puis après ça, ils vont se revoir sur une montagne devant Pierre et devant d'autres apôtres. Hein? Alors, ce qui fait que les deux n'ont pas mérité quoi que ce soit. Les deux ont construit, ont participé à un plan et ont été soumis à ce plan-là. Le plan divin ou le plan de l'évolution. Quand on parle du plan divin, on parle du plan d'énergie supérieur au plan mental planétaire. Donc, on parle donc du plan supramental. Maintenant, par rapport aux Nazaréens, le plan divin était évidemment le plan du plan divin, c'est-à-dire le plan, la structure d'organigramme d'un plan d'évolution. Le plan divin du plan divin. Alors, ce qui fait que Jean le Baptiste a eu et a fait le chemin, il a fait ce qu'il avait à faire. Le Nazaréen, lui, a failli mériter ce qu'il ne méritait pas, c'est-à-dire il aurait mérité s'il n'aurait pas été à la hauteur de la situation. Après sa crucifixion, il y a eu mort du corps physique, il n'y a jamais eu mort du Nazaréen. Il y a eu désintégration du corps du Nazaréen quelques heures après qu'on l'ait placé dans un tombeau. Hein, le Nazaréen n'est jamais sorti du tombeau avec son corps. Le corps a été dissous parce que le corps était inadéquat. D'ailleurs, Jean le Baptiste a eu le même processus de dissolution corporelle, c'est-à-dire que la tête n'a jamais été placée sur une pique. On l'a jamais revu la tête par après parce qu'elle s'est désintégrée même sur le plateau, de même que son corps en prison. Il n'a jamais été enterré. Alors après la dissolution de ces corps-là, l'individu qui arrive à pouvoir dissoudre un corps de cette façon-là, c'est un individu qui emporte son corps à sa mort, donc qui peut posséder un corps de lumière après. C'est-à-dire que c'est un individu qui a atteint le plan supramental et qui a pu avoir un corps au niveau éthérique, donc au niveau supramental. C'est un individu qui a vécu dans deux plans, un plan extraterrestre et un plan terrestre, donc bilocalisé. Et le Nazaréen a eu un corps de lumière par après, d'ailleurs le corps avec lequel il s'est présenté à ses disciples, à ses 63 disciples, qui ont porté la nouvelle par après aux autres. Et Jean le Baptiste s'est aussi présenté devant la face du Nazaréen à un moment donné avec un autre prophète sur une montagne, dans un corps de lumière, cela va de soi. Pourquoi? Parce qu'il avait emporté son corps à sa mort. Tu as d'autres prophètes, d'autres, presque initiés, initiés voulant dire maîtrisant les 4 plans primaires et non pas ayant une connaissance. Alors, de quelques autres initiés qui, eux autres, n'ont pas emporté leur corps à leur mort, par contre, ont été rejoindre le rang des maîtres du monde, et ces initiés-là ont vu leur corps se momifier. Le corps n'a jamais été dissous. Parce que pour différents processus de libération de l'âme, des énergies vitales, le corps doit se dissoudre pour permettre une dissolution de l'énergie psychologique et de l'énergie vitale, ainsi que de l'énergie mentale, et ces corps-là n'ont pas été dissous. Alors, ce qui fait que le fait que tu aies un cœur non mort, un cœur qui se met à saigner de temps en temps ou qui se met à battre, comme tu as de temps en temps, le fait que tu aies le corps de tel saint ou de telle personne qui ne tombe pas en décrépitude, c'est simplement qu'un individu est arrivé à un état de préfusion où il a été bloqué dans son processus d'évolution parce qu'il a accepté une fusion avant terme et automatiquement il est relié au plan planétaire, il devra donc être soumis au plan planétaire. Si tu regardes par contre les individus qui vont avoir un corps de lumière, ce qui a été le cas du Nazaréen, le cas de Lazare, le cas de différents autres dont le Baptiste, ceux-là vont rester reliés au plan planétaire parce que la masse planétaire les retient parce qu'elle a besoin. Et retenant le Lazare, entre autres, au niveau du plan planétaire, ça l'a permis aux Nazaréens de fuir. Autrement dit, on est tous les deux prisonniers quelque part. Toi, tu sors, tu te fais tuer, pendant ça, là, moi, je me sauve, je m'en vais. Alors, Lazare est resté pogné sur la planète Terre pour permettre aux Nazaréens de continuer son cheminement. Il n'y a pas eu de justice
planétaire, c'est-à-dire que nous autres, on se demande si le Nazaréen a... Mais non, le Nazaréen n'aurait pas été crucifié, il n'aurait pas demandé à comment il s'appelle, à Thomas, de l'aider dans ce plan-là en le vendant. Hein? Il a fait son cheminement, il l'a préparé, il l'a annoncé publiquement avant pour préparer dans l'astral le cheminement futur. Quand il annonçait que le temple sera détruit et rebâti en 3 jours, vous détruirez le Fils de Dieu et il ressuscitera 3 jours après, ben, il créait déjà dans l'astral le phénomène, comme d'ailleurs on s'amuse à créer l'Apocalypse. On tripe pour l'instant, mais on bâtit dans l'astral des phénomènes qui peuvent à un moment donné engendrer ces choses-là. Alors le Nazaréen avait prévu ces choses-là, il a bâti son cheminement de façon à arriver là, mais il a failli faillir à sa tâche, mais disons qu'il a, après une descente aux enfers, il a pu subtiliser les corps qui restaient, et il s'en est sorti. Alors il n'y a pas question de justice dans le sens planétaire, c'était une mission parfaite. Et ceux qui l'ont trahi ont été manipulés par le Nazaréen pour pouvoir aboutir dans ce cheminement-là. Et en même temps que le Nazaréen, il y a un Melchisédek qui a été crucifié. Dans le même ordre d'idée, pourrait-on dire que les prophètes qui ont été décapités ou tués de d'autres manières étaient justes? Ça dépend des prophètes. Et encore là, juste par rapport à quoi? Tous les prophètes ont été justes par rapport au fait qu'ils étaient manipulés par une intelligence inférieure ou supérieure. Parce que quel homme est injuste sur la planète Terre? Il n'y en a pas. Pourquoi qu'on ne peut pas juger? Ben, entre autres, c'est parce que les hommes sont manipulés. C'est pas de leur faute ce qu'ils font. Et c'est un fait. Parce que selon ton éducation, selon les contextes sociaux, tu vas faire certaines choses. Pourquoi tu vas faire un vol de banque? Parce que premièrement, l'argent est important. Deuxièmement, il y a une banque. Troisièmement, on permet les armes à feu. Quatrièmement, il y a des contextes d'événements qui te permettent de faire un vol de banque. Et cinquièmement, il y a un paquet de phénomènes, justement, entre autres, qui vont te manipuler, qui vont manipuler la population pour permettre un événement dans ce genre-là, qui va t'amener peut-être à aller en prison, qui va t'amener à t'apprendre des choses. Mais tu es toujours le jeu d'une manipulation. Alors, on n'a pas à juger. On peut transformer le corps qui reçoit la manipulation, transformer donc les jeux de la manipulation. Là, on parle d'éducation, on ne parle pas de punition. Bon, alors la punition transformatrice qui a souvent été employée, ça a été la lobotomie, ça a été la pendaison, la chaise électrique. Là l'être n'est plus manipulé. Mais ça crée d'autres formes d'égrégores qui vont engendrer d'autres criminels dans notre plan social. Alors, ce qui fait qu'on ne fait que transposer dans le temps des phénomènes, des problèmes. Alors, ce qui fait que la justice, aucun homme n'est coupable de quoi que ce soit. Les hommes qui font des péchés les font de par leur concept, donc ils se culpabilisent et ils vivent avec un karma qui est relatif et instantané, hein, un karma qu'on appelle le péché. Mais il n'y a pas de péché. Parce que bon, tout ce qui arrive, c'est que l'individu qui amène une mauvaise chose dans un contexte d'évolution, évidemment, rabaisse son taux vibratoire, mais il aide l'évolution. En ce sens, on peut dire, malheur à celui qui va amener, disons, l'apocalypse sur la Terre, mais l'apocalypse doit devenir. Apocalypse comme on veut. Alors, si on regarde le Nazaréen, alors il y aura des calamités qui viendront sur la Terre. Mais malheur, ceux par qui les calamités viendront. Pas en ce sens qu'ils auront commis des péchés. Les calamités devront venir sur la planète Terre. Mais eux autres, ceux qui seront soumis à être donc les propagateurs de ces calamités-là, eux autres, ben, c'est des êtres qui auront un plan suffisamment évolué en termes de vibration pour être liés au plan manipulateur, disons, des forces lucifériennes, et ils manipuleront des calamités, mais les forces lucifériennes sont manipulées par les forces divines. Le Lucifer, Dieu, il serre la main souvent, puis il laisse faire ce qu'il veut faire sur la planète Terre. Tant qu'il répond à un plan d'évolution, même si Lucifer ne le connaît pas le plan d'évolution, Lucifer, c'est un être de lumière qui, un jour, a voulu aider Dieu, c'est-à-dire, alors je te parlais du petit coup de pouce que la race adamique a voulu donner, et c'était pas le temps. Si c'est le temps, tu vois à un moment donné que c'est le temps de greffer un troisième membre, un troisième bras à tous les enfants qui viennent au monde. Parce qu'un jour, tous les enfants auront un troisième bras. Alors, ce que tu fais, tu commences dans ton hôpital à tuer un enfant, ramasser 2 bras, à les greffer à 2 autres, et tu fais la volonté de Dieu. Non, génétiquement parlant, dans 3000 ans d'ici, on aura 3 bras. Toi, tu as eu cette perception-là, et tu penses que c'est le temps. Alors, pour aider le plan divin que tu as reçu, tu commences à faire ça. Ben, c'est ça qui était d'ailleurs le problème de Lucifer. Mais c'est un être de lumière, et même beaucoup plus proche de l'être humain que l'être humain peut le penser.
Alors, ce qui fait que la justice chez l'être humain, non. L'être humain est manipulé. Et étant manipulé, le seul coupable, disons, serait le manipulateur. Pas le manipulé. Même si le manipulé pense que c'est lui-même qui régit sa vie, il l'est. Tu peux pas faire un vol de banque sur un coin de rue où il n'y a pas de banque. Bon. Donc, il faut un contexte, il faut des valeurs qu'on t'a inculquées, il faut un besoin social, il faut un paquet de mécanismes qui finit par te faire de toi un voleur. Bon. Alors, ce qui fait que la justice, ceux qui ont été décapités ont vécu des phénomènes. Le Nazaréen connaissait la justice. Et d'ailleurs, il a dit, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas à Dieu qui disait ça. Mais à Dieu dans le ciel, oui. Au Dieu créé par l'homme. Mais pas au Dieu dans les cieux. Pas à son Père à lui. Il disait ça à l'homme. Il disait ça pour ceux qui vont suivre. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient ce qu'ils faisaient en tabarouette par rapport à eux autres. Mais ils ne savaient réellement pas ce qu'ils faisaient. Non seulement ils faisaient du bien, même s'ils pensaient faire du mal, parce que le Nazaréen devait passer par ces étapes-là. Alors, ce qui fait que les individus, on ne peut pas condamner personne. On peut transformer par une éducation, par des opérations neurologiques, Donc, la réception des énergies manipulatrices, et en transformant le cortex ou en transformant, disons, ta réception d'énergie, le réceptacle qui est l'homme, d'une façon intelligente, évidemment, ça va de soi, conséquentielle, par là, automatiquement, tu élimines la manipulation de l'homme à un astral inférieur. Donc, tu fais évoluer le plan planétaire. Mais le fait que tu perds la tête de temps en temps, c'est qui perd la tête? C'est pas toi, c'est ton corps. Puis parce que ta conscience, elle est localisée au niveau de la tête, disons que c'est plus important. Mais c'est sûr que tu meurs quand tu perds la tête, disons que normalement, c'est un processus normal, l'être humain devrait mourir. C'est préférable de vivre mort, d'être mort pas de tête, que d'être vivant pas de tête. Bon, sûr. Sinon, tu te lances en politique. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est ça. C'est des choses absolument normales, absolument justes, selon l'ordre des choses. Donc, tous les gestes de l'homme sont sincères au départ. Et puis, OK. Oui. OK. Puis quand tu disais tantôt que, bon, il y a un processus que j'aimerais comprendre, là. L'être qui a une vibration plus haute, mettons un être, tu t'as dit au début, qui est blanc, qui parle d'un être qui a plus une vibration basse, qui est plus tendance négative, etc., baisse sa vibration, mais comparativement à avant, il ne peut pas la baisser au point de tout perdre, devenir aussi bas que l'autre et ne pas remonter. C'est quoi le processus qui fait qu'aujourd'hui, l'être qui baisse sa vibration est capable de la remonter? Simplement parce que présentement, le plan planétaire est en relation de plus en plus intimement avec l'Esprit Saint, donc avec l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que toi, tu peux baisser ta vibration et dans le contexte énergétique planétaire présentement, il y a suffisamment d'énergie hautement vibratoire pour que tu puisses y avoir accès à un moment donné, donc tu vas augmenter tes vibrations. Ce qui va aussi faire en sorte que des individus qui vont passer une phase d'adolescence, disons, en crise, vont finir par peut-être être délinquants pour, une fois adultes, redevenir réellement extraordinaires. Alors donc, au niveau de la crise de l'adolescence, ils ont perdu des vibrations parce qu'ils ont été assujettis à la masse, disons, de la jeunesse planétaire, à la mode. Il y a différents phénomènes d'expressivité de l'astral planétaire. Et ces individus-là, à un moment donné, vont être repris par l'énergie supramentale ou ils vont rester, disons, intégrés au plan de l'astral planétaire. Mais ce qui arrive, c'est qu'étant donné que la planète Terre passe dans un endroit où on a, disons, des effluves supramentales et que le plan planétaire a suffisamment d'énergie, donc de réceptacles physiques pour pouvoir attirer ces énergies-là sur la planète de façon à ce qu'elles soient exprimées sur la planète, ce qui est important, alors automatiquement, on a suffisamment d'énergie hautement haute qui ne peuvent pas te toucher, mais qui vont quand même augmenter ton taux vibratoire. Alors, ce qui fait qu'un individu qui est en contexte expérimental peut se permettre de faire des conférences, par exemple, dans un endroit où les vibrations sont plus basses que les siennes, et automatiquement, l'énergie supramentale va descendre en lui pour pouvoir protéger son contingent vibratoire, ce qui oblige l'individu, en parlant, disons, dans une salle, dans une audience, à être en contact avec l'énergie supramentale d'une façon qu'il ne serait pas normalement s'il serait seul chez lui, dans le début. Alors, cet exemple-là, au niveau d'un orateur, disons, qui est en contexte expérimental et qui va faire des conférences pendant un laps de temps, par après, il va disparaître, c'est-à-dire qu'il ne fera plus de conférences publiques, parce que le schéma supramental sera totalement instauré en lui, donc il n'aura plus besoin de ce cheminement-là. Cheminement qui est nécessaire pour lui et qui va occasionner des résultantes, évidemment, dans une populace, dans un auditoire. Chez les autres individus qui sont, disons, normales, mais reliés, mais ils ne le savent pas,
Ces individus-là peuvent de temps en temps baisser leur taux vibratoire, ils devront le faire par des mécanismes manipulatoires, disons, sociaux. Tu es pris dans une émeute, tu prends le métro, hein? Bon, avec le fait de prendre le métro ou l'autobus, bon, fait que ton taux vibratoire baisse, mais si celui des plus bas va augmenter, sortant de là, automatiquement, tu vas te diriger vers des endroits où tu vas te recharger en taux vibratoire. Des endroits comme ici, des endroits comme bien des places ailleurs, il y en a en masse, alors je n'aimerais pas tous. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, de plus en plus, tu as des endroits comme ça où les individus peuvent être réénergisés. Donc, ça te permet de plus en plus d'être des assujettis de manipulation de la masse pour être assujettis à une manipulation, disons, collective, mais de plus en plus minuscule, pour arriver un jour à pouvoir te retrouver toi-même chez toi. OK. Tu as parlé des Melchizedek. Bon. La semaine passée aussi, tu l'as mentionné, puis un petit peu à soir. Est-ce que c'est pas le temps d'en parler ou est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus? Melchizedek, c'est pas le temps pour la simple raison que, au niveau du vocabulaire, disons que le public n'est pas encore prêt à ce qu'on puisse parler, disons, d'une chose qui nécessite un vocabulaire réellement spécialisé. Si on parle de psychologie, on emploie un vocabulaire psychologique. Si l'on parle de mécanique, on emploie un vocabulaire de mécanique. Alors, ce qui fait que présentement, il y a plusieurs individus, par exemple, qui vont m'entendre, qui vont trouver que j'ai un vocabulaire, disons, difficile à cerner. Bon. Ce qui arrive, c'est qu'on ne peut évidemment pas resimplifier le vocabulaire tous les fois, disons, qu'on fait une conférence, parce qu'il y a des individus qui sont suffisamment prêts. Et le vocabulaire va s'acquérir de toute façon à la longue, même chez les personnes qui ont de la difficulté à comprendre dans le début. Hein? Alors, après 3 ou 4 fois, le vocabulaire est très compris. Et on va devoir augmenter, disons, de plus en plus le schéma du vocabulaire, la spécialisation de la transmission d'une connaissance, donc d'une énergie, pour que l'individu puisse y avoir accès d'une façon de moins en moins déformée. Et il va venir un temps où on va être capable d'aborder, disons, des sujets comme les Melchizedek ou comme d'autres formes d'énergie, parce qu'il n'y a pas juste le Melchizedek ou l'ordre melchisédien qui régissent le plan d'évolution planétaire. On a plusieurs choses, disons qu'à un moment donné, on va parler, mais présentement, disons qu'il faut lentement adapter le vocabulaire à la population pour qu'à un moment donné, on puisse parler de choses qui nécessitent un vocabulaire dans ce genre-là. OK. Que penses-tu du jeûne d'aujourd'hui pour l'Éthiopie? Signé Lorraine. Le jeûne pour l'Éthiopie? Bon, tous les médecins sont d'accord pour dire que le jeûne est salutaire pour la santé. Hein? Et puis, disons que le jeûne pour l'Éthiopie. Présentement, au lieu de prendre des énergies dans les régions industrialisées pour régler les problèmes des régions industrialisées qui auront un jour à transmettre des connaissances, à régir les énergies supramentales, au lieu de prendre l'énergie pour en arriver là au plus vite, on brûle ces énergies-là pour aller aider des endroits qui, réellement, disons, n'ont rien d'autre à recevoir que l'aide des êtres supérieurs. Les êtres supérieurs, c'est les êtres de la 6e race qui est présentement en naissance au niveau du continent nord-américain. Et l'énergie qu'on pourrait se servir ici pour régler nos problèmes, pour pouvoir nous transformer, pour devenir suffisamment, disons, versatile dans le sens qu'on doit devenir du Verseau. Donc, pour créer une génération d'êtres conséquentiels, la 6e race, hein, la race bleue, un être conséquentiel qui, lui, saura réellement comment régler les problèmes au niveau du reste de la planète, au lieu de créer un être conséquentiel qui va régler à long terme et pour toujours les problèmes, on essaie, et ça c'est normal, c'est une manipulation, disons, qui va essayer de ramener le monde qui va s'échapper de l'astral à elle-même, et on essaie donc de canaliser les formes d'énergie pour pouvoir donner l'impression qu'on fait une aide, pour donner l'impression de cette justice, pour aller avec nos concepts moraux, comme quoi on aide. Mais on n'aide absolument rien. Je l'ai déjà dit, que lorsqu'on essayait, lorsqu'on donnait à ces pays-là, on ne faisait qu'engendrer tous les mécanismes essentiels à garder le pays dans son trou. Parce que le gouvernement en place est le seul à pouvoir aider, et lui, il ne voit pas l'intérêt d'aider. Tous les pays du monde s'occupent de son pays, alors lui fait de l'argent, lui il ramasse ses forces militaires, lui fait une petite guerre au pays à côté pour avoir plus, pendant que tous les pays riches s'organisent pour augmenter sa dette nationale, et puis pour pouvoir aider le tiers-monde ad vitam aeternam. Alors, on ne crée pas de situation, de solution à long terme. On ne fait que pallier à des phénomènes blessants dans notre moralité industrialisée. Alors, pour pallier, pour mettre un petit diachidon sur notre blessure psychologique, on donne au tiers-monde.
Et si tu regardes, avec quel mécanisme on soutire de l'argent? Avec les mécanismes d'une psychologie souffrante, avec les mécanismes d'enfants, d'enfants qui sont souffrants, d'enfants qu'on a pris des photos les pires, bon, etc. Alors que ça ait mal là-bas ou non, ça ne change pas qu'ici, on a tout ce qu'il faut pour arriver à aider. Mais si on brûle nos énergies pour essayer temporairement de les aider, toi, tu as besoin, par exemple, d'une machine qui s'appelle, par exemple, un hémiscan, une tomodensitométrie, une machine qui permet ça. Ça permet ça de faire une radiographie de ton cerveau et de couper ton cerveau en tranches, sous 3 plans. Et à partir de là, je peux tout voir. Mais je dois, hélas, pour pouvoir acheter cette machine-là, ne pas acheter différents médicaments, prendre de l'argent et acheter ma machine. Alors, certains patients vont souffrir, certains vont en mourir parce que j'ai pénurie de médicaments. Tous les autres, je vais pouvoir faire de quoi? Parce que je vais pouvoir localiser exactement les lésions neurologiques. Alors, je fais ça comme le tiers-monde, je n'achèterai pas la machine, puis je vais continuer à vous donner des médicaments palliatifs, puis à faire, disons, de la chimiothérapie, puis à faire un paquet de phénomènes, et vous allez mourir quand même à long terme, et vous allez simplement prouver aux intelligences de l'hôpital que, effectivement, il nous faudrait une machine pour faire des hémiscans. Alors, à mesure qu'on va continuer à mettre un petit peu d'argent dans les médicaments et qu'on va vous faire mourir à long terme, on va juste prouver qu'effectivement, il faudra la machine. Alors, si un jour on décide, parfait, les médecins en bas comprennent pas, mais les médicaments, on leur fournit plus, puis les patients, mais au yarb. On n'arrivera jamais à rien faire si on ne sait pas ce qu'on fait. Fait qu'on commande la machine, coûte des millions de dollars, on place la machine là, on instruit des médecins, pendant ce temps-là, ça meurt comme des mouches, et puis après ça, on vient commencer à placer notre monde, puis on est capable d'arriver à un résultat efficace. Et là, après ça, dans les générations futures, on a des curations, et tout va bien, on peut guérir. Alors là, je te donne un exemple. Mais c'est le même processus. Pourquoi qu'on doit leur donner du lait? Je l'ai déjà dit, j'étais au Guatemala après le tremblement de terre qu'il y a eu en 1976. J'étais là 2 ans après, et dans les restaurants, je payais pour du lait Grand Prix qu'on leur a donné gratuitement lors du tremblement de terre. Mais le lait, ils s'en sont pas servis lors du tremblement de terre, ils le vendaient aux touristes canadiens 2 ans après. Bon, c'est le Canada qui leur a fourni. Alors, qu'est-ce que c'est que la solution? Alors, il se passe rien. Alors, le jeûne, disons en Éthiopie, ben laissez-le jeûner. Présentement, démerdons-nous donc, nous autres, pour arriver à pouvoir être conséquentiels. Et lorsqu'on va être conséquentiel, lorsqu'on va être capable d'être relié avec une énergie qui va être capable de nous donner ce qu'on doit faire, pourquoi qu'on doit le faire, puis le résultat que ça va donner, autrement dit, quand on va être relié au plan d'évolution céleste, quand on va être en contact, donc quand on va être connaissant du plan, ben là, on ira voir l'Éthiopie. Et puis là, on arrivera là, en force dictatoriale, en force, disons, obligatoire. Telle chose, c'est pas bon, on l'élimine. Le peuple veut pas. Ben, balaye le peuple, c'est pas bon. Ils ne peuvent pas comprendre. Alors, on n'ira pas faire des votes. On n'ira pas demander à une population qui comprend pas le processus, ben, donner un peu, puis on va essayer de leur tirer ça, puis ils se démerderont avec ça. On n'ira pas faire de la diplomatie là pour savoir si, bon, ben, la masse, ils comprennent pas, fait que la masse ont gagné les élections, ce qui fait que le plan, on l'applique pas. La masse ne comprenne pas, ben on va rentrer là-dedans et on va leur expliquer à la masse. La masse ne peut pas comprendre, pas grave, on va leur obliger. Je dis souvent qu'un jour l'homme sera veut pas heureux. Puis on rit. C'est pas une farce, hein? C'est une vérité, mais bien plus véridique. L'homme, il veut être heureux, mais l'homme, il n'est pas prêt à faire la démarche pour être heureux. Ben l'homme, un jour, il va devoir être heureux. Fait qu'on n'ira pas demander à l'homme, que voulez-vous pour être heureux? Non. On va les regarder faire, puis on va savoir ce qu'ils veulent. On va être conséquent de ce qu'on va faire, alors ce qui fait qu'on va imposer. Quand on parle d'un gouvernement mondial, va instaurer la paix, puis ça va tout régir, ça, on a-tu hâte? Ouais, mais bonhomme, il faut que t'arrêtes de fumer. Il faut que t'arrêtes de boire. Puis il y a bien des choses qu'il faut que t'arrêtes de faire. Ouais, mais moi, je dis non. C'est un gouvernement mondial que tu veux qui va régir la paix. Ben la paix, elle va être instaurée obligatoirement à un moment donné sur la planète Terre. Puis ça, que l'homme le veuille ou non. Puis l'homme, il veut pas tant que ça la paix. L'homme, il veut la paix dans ce qu'il a lui, dans ce qui le rassure. Il n'est pas à déclencher la guerre si tu veux y ôter. Sa paix psychologique qui le rassure temporairement. Mais à un moment donné, on va y instaurer une paix réelle. Pas une paix qui va changer de temps en temps. Pas une paix qui va l'amener à une guerre pour garder sa paix. Non, une vraie. Alors l'homme, il va être heureux à un moment donné, malgré lui. Puis c'est pas une farce. C'est réellement, ça devrait même être peurant, ça. Bon, mais l'homme a déjà assez peur de même, il verra pas cette peur-là, il va rire avec. Bon. L'Éthiopie, ben, à un moment donné, on va les voir, on va leur dire, il est temps d'arrêter de crever de faim, on va vous nourrir. On va vous montrer comment. Vous allez devoir vous élever.
Puis vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous allez devoir abandonner des schémas religieux imbéciles qui vous obligent à traverser par-dessus le dos d'une vache sacrée, puis à mourir à côté de faim. À un moment donné, on va tuer ta vache sacrée, on va la dépecer, puis on va te forcer à l'ingurgiter. Puis tu vas vivre. Puis malgré toi. T'sais. Alors, il y a des phénomènes dans le genre qui vont être imposés. Mais présentement, c'est pas imposable parce que l'homme il est diplomatique, parce que l'homme il est inintelligent, puis parce que l'homme il est moral, puis parce que l'homme court après une justice psychologique, une justice humaine. Alors, ce qui fait que les Éthiopiens, pour l'instant, non. On veut les aider, aidons-les. Commençons par bâtir des plans conséquentiels à long terme. On a besoin d'énergie pour ça. Fait qu'arrêtons de gaspiller ailleurs. Bon, ça fait du bien d'entendre dire que l'homme va être condamné à être heureux. Peut-être pas que ça va souffrir, puis ça va broyer. Il va y avoir des pleurs, des grincements de dents à cette époque-là. Ceux qui ont des dents, ceux qui ont des dents, évidemment. Ceux qui ont des dentiers vont mourir. Des grincements de dents. OK, à soir, on a parlé d'injustice, de souffrance. On peut parler de sensibilité aussi, qui est manipulée, finalement, la sensibilité de l'homme. La sensibilité de l'homme, Daniel, est-ce qu'elle mène à la maturité? Vois-tu, la maturité, c'est quoi? Des grands mots. La maturité, disons que si on prend le terme ésotérique de l'ère du Verseau, parce que l'homme du poisson mature, c'est un enfant nouveau-né. C'est même un nouveau-né nain, par rapport à l'homme mature du Verseau. L'homme mature du Verseau, donc l'homme mature, parce que présentement on est dans l'ère du Verseau depuis une vingtaine d'années, alors donc cet homme mature-là, c'est un homme debout. Ce n'est plus un être rampant qui prie Dieu et qui quémande continuellement des énergies supérieures, de lui donner ce que sa psychologie inférieure demande. C'est un homme qui va être conséquentiel. Donc, un homme relié à un plan suffisamment développé dans le plan mental pour pouvoir décider une action seulement et seulement si il en connaît la conséquence et que la conséquence va avec un plan conséquentiel, c'est-à-dire dans le sens d'une évolution. Et non pas dans le sens d'amener un résultat à un désir de sa psychologie. Alors, l'être conséquentiel, l'être du Verseau, donc l'homme mature, bien cet homme-là ne va pas être développé selon un mécanisme, disons, scolaire. Selon un mécanisme, on parle de sensibilité. Plus tu es sensible, qu'est-ce que c'est la sensibilité? Il y a différentes formes de sensibilité. Tu as la sensiblerie, qui est une sensibilité. Tu as la sensibilité de niveau tactile physique. Tu as la sensibilité de différentes formes. Présentement, la sensibilité chez l'homme n'est, disons, visible ou encore elle est jaugée, elle est décidée par sa psychologie. Qu'est-ce qu'une douleur dans le corps physique? Bien, une douleur, c'est un mécanisme qui enclenche chez certaines neurones, disons, une émission électrique qui amène à ton cerveau une information. Ça passe ça par le siège de ta conscience astrale, qui sont le phénomène thalamusien, donc de l'hypothalamus et du thalamus, et après, ça s'en va à ton cortex cérébral, qui, disons, une partie du siège de ta conscience. Tu sais que tu as mal. Mais, vu que c'est filtré par le siège de la conscience psychologique chez l'homme, au niveau biologique, neurologique, le thalamus, la douleur, disons, d'une aiguille qui te pique, disons, un endroit corporel, va être diminuée, augmentée ou prise selon ce qu'elle est, dépendant de la psychologie de l'homme. Alors, la sensibilité de l'homme dépend de sa psychologie. Et présentement, l'homme a une sensibilité évoluante, totalement dépendante de son astral, donc de sa psychologie. Alors, l'être humain peut arriver à avoir une sensibilité, mais une sensibilité intelligente, c'est-à-dire une sensibilité qui pourra être diminuée ou augmentée selon l'efficacité demandée ou encore selon l'événement autour de l'individu. Tout le monde veut ouvrir le troisième œil, voir l'aura. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois l'aura 24 heures sur 24, même dans ton sommeil, et que tu n'arrives plus à fermer le troisième œil? Et voilà, tu es sensible, mais tu es fourré, tu es mal pris, tu es pogné, tu te suicides. Hein? Tu as le troisième œil ouvert, ben t'es fait. Alors, je suis plus sensible, je suis télépathe. Puis là, je sais tout ce qui se passe. Je suis en train de virer fou. Ouvrir, c'est une chose, fermer, c'est une autre. Alors, la sensibilité, elle est présentement régie par le plan de la psychologie. Quelle que soit la sensibilité tactile, la douleur, la sensibilité vitale, la sensibilité astrale, l'auto-perception, la sensibilité mentale, les formes de télépathie, tout ce que tu voudras.
Même la sensibilité qui t'amène à être en contact avec le plan supramental. Peux-tu fermer ça de temps en temps ou si tu ne peux pas le fermer? Bon, alors si tu arrives à une sensibilité contrôlée par le plan mental, donc contrôlée par un mental qui possède une forme d'ajustement, donc ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, alors automatiquement, tu vas être capable de, par une pratique d'art martial ou par différents processus, par exemple, d'ouvrir un champ de perception lorsqu'un danger se présente pour pouvoir répertorier les possibilités de danger, les dangers potentiels, et à refermer ce champ-là lorsque tu es en sécurité, ou à refermer la sensibilité de perception du champ, donc tu te mets en état d'attention, et en état d'attention, tu gardes ton champ ouvert, mais à ta conscience, il n'y a pas de sensibilité. Il y a une sous-routine mentale, donc un processus mental qui peut, disons, s'acquérir par différentes pratiques, qui va te permettre, toi, de filtrer que les informations importantes. Le problème de ceux qui deviennent de plus en plus sensibles, c'est qu'ils sont sensibles à, par exemple, aux forces négatives, ce qui va drainer leur énergie positive, ce qui va les affaiblir. Et ils ne peuvent pas fermer, ils ne peuvent pas contrôler leur sensibilité. Toute sensibilité naissante ou existante présentement chez l'être humain, elle est contrôlée par le plan psychologique, donc par l'astral de l'homme. Alors, donc, en ce sens, la sensibilité ne t'amène pas à une maturité. Lorsque tu auras maturité du corps mental, tu auras sensibilité qui pourra peut-être t'aider à une maturité supramentale. Présentement, ce n'est pas le cas. Donc, l'être humain doit procéder premièrement par une amélioration de sa corporalité physique, le seul siège de l'expression dans la matière de toutes les formes d'énergie. Alors, expression qui va être obligatoire et qui va être permise par un corps en santé, et un corps non seulement en santé de type pathologique, mais un corps en santé de type aussi formel, une forme qui est harmonieuse avec disons, une expressivité d'énergie. Tous les êtres qui ne cadrent pas là-dedans font partie d'une race de non-élus. De toute façon, à un moment donné, on fait une conférence, je crois, sur justement la race des élus. Il y a plus qu'une race d'élus, différents types d'élus. Alors, disons qu'on reviendra à ce moment-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'expressivité de toutes les énergies s'exprime dans un corps. Et le corps, selon l'état du corps, va déterminer la forme d'expressivité. Et le corps physique, la forme que le corps physique a est déterminée par la psychologie de l'homme. Ce qui fait qu'on peut lire la psychologie dans les lignes de la main, dans ton visage, dans la manière que tu t'assois, dans la manière que tu démarches et dans la forme de ton corps physique. Alors, tant que la psychologie de l'astral gère le corps physique, gère toutes les formes de sensibilité, alors il y a donc impossibilité, ou enfin du moins difficulté, d'expressivité au niveau des énergies de type supramental ou en montant. Alors donc, la base de l'homme n'est pas de quémander le contact supramental, ce n'est pas de respirer des phénomènes supramentaux, c'est simplement de commencer par avoir une corporalité adéquate, corporalité qui peut être développée de différentes façons. Alors, la sensibilité n'amène pas à la maturité dans le sens conséquentiel. OK. Il me venait une question, elle n'est pas claire. Je vais lire. Ceux qui sont ici sont peut-être plus clairs. Ben, dis-moi, là, m'a donné une réponse pas claire. Ouais, OK. Ouais, l'idée qui me venait, c'est comme je me dis, l'homme, il faut qu'il boucle. Il faut qu'il mette de l'ordre, il faut qu'il boucle les choses. Donc, il faut qu'il réalise dans son expression soit tous ses fantasmes ou tout ce qui n'est pas bouclé. L'homme psychologique, Non, pas l'homme. psychologique. Pas l'homme. Psychologique, oui. L'homme du poisson. Et continue. OK. C'est pas clair, c'est ça, là. Rendu là, c'est que, bon, l'expression, je veux dire, où que ça s'arrête, ça? L'expression de la psychologie? Ouais. L'expression de la psychologie va s'arrêter seulement quand la psychologie va se rendre compte qu'une parcelle qui habite le même corps et qui est conséquentielle. Vois-tu, l'énergie mentale va brimer l'expression de la psychologie en jouant le jeu de la psychologie. Je suis conséquentiel, donc je ne ferai pas un acte parce que ça va aboutir là. Et c'est déjà le début, disons, de la manipulation des forces du mental sur la psychologie de l'astral. Pourquoi pas faire de guerre? Parce que tu as peur d'une guerre. Alors, si c'est intelligent de ne pas faire de guerre, je vais donc donner une raison à ma psychologie qui va lui faire peur, donc elle n'exprimera pas la guerre. Alors, ce qui fait que quand l'expressivité de ta psychologie va être freinée, ou arrêtée, ou contrôlée, disons contrôlée, elle est canalisée, bien, dans le début, ça va se faire simplement par le jeu même du mental sur l'astral, c'est-à-dire que le mental va donner des réponses selon la logique de la psychologie.
pas pour brimer ou pour berner l'astral, pour être compris de l'astral, donc selon la logique de la compréhension même de la psychologie. Alors, on va donc dire, tu ne dois pas faire telle chose, parce que si tu fais ça, tu n'auras plus de tarte à la crème le soir. Bon. Alors, automatiquement, si tu veux des tartes à la crème, tu ne feras pas la chose. C'est un processus d'éducation, un processus un peu barbare, hein, parce que dans ce processus-là, on ne demande pas la compréhension, on ne demande que l'effet. Mais le mental, à l'intérieur d'un individu particulier, lui, va obliger la compréhension, c'est-à-dire que le mental de l'individu est l'expression même de la compréhension, donc lui peut se permettre de s'amuser avec sa psychologie comme il va vouloir. Alors automatiquement, il n'y aura plus d'expressivité d'une psychologie fautive, quand le mental va simplement voir, bon, alors il y a telle chose que tu veux faire, mais si tu le fais, le mental voyant la conséquence va donc automatiquement donner une interprétation de la conséquence mentale selon ce que la psychologie peut comprendre pour obliger la psychologie à exprimer ce que le mental va trouver conséquentiel d'exprimer. Donc, est-ce qu'on peut dire que tout homme doit traverser une espèce de folie contrôlée à un moment donné? Tout homme va traverser, premièrement, une espèce de colère mentale qui va être différente d'une colère psychologique. Folie contrôlée, c'est à l'époque de la colère mentale et à l'époque de la lutte entre, justement, le plan astral et le plan mental, lutte qui ne devrait pas exister comme telle, parce qu'automatiquement, il va y avoir naissance de compétition entre le mental et le plan de l'astral, et ça va dégénérer, disons, en conflit qui n'est pas similaire à celui du mental, qui explique à l'astral une chose pour que l'astral fasse quelque chose qui va être conséquentiel, donc qui va être intelligent par rapport à un objectif, non pas individuel, mais collectif dans un plan d'évolution. On a vu, par exemple, que la psychologie de l'intellect qui est le mental manipulé par l'astral, et disons que le mental, c'est un mental plus supérieur, non pas supramental, mais un mental supérieur à l'intellect, qui n'est plus manipulé ou coloré par l'astral. Alors, vois-tu, c'est que dans le début, l'intellect doit toujours donner des réponses à l'astral, mais il a, disons, transformé les réponses pour plaire au concept de l'astral, pour rassurer l'astral, mais donc l'astral manipulait l'intellect, l'astral manipulait la forme mentale naissante, l'intellect, pour pouvoir avoir une réponse, pour pouvoir la rassurer, mais la rassurer en lui permettant l'expressivité. Alors, je peux donc faire du vol à l'étalage chez des grandes compagnies, ce qui fait qu'eux autres, ils nous volent assez, que je peux voler moi aussi. Alors, l'intellect a bâti un plan logique pour pouvoir éliminer la culpabilité dans l'expression de l'astral. Ça, c'est un phénomène qui existe. Mais à un autre moment donné, on va arriver à toujours le mental qui va toujours donner la réponse à l'astral, comme l'astral va l'avoir enseigné au mental, mais l'astral va tellement être habitué à ce phénomène-là qu'il va toujours se laisser aller par le mental, mais le mental va donner une réponse, non plus la même réponse qui dirait « Ah ben tu peux y aller, exprime-toi toujours, mais ne te sens pas coupable ». Le mental va donner une réponse qui va donc plaire à l'astral, mais qui va manipuler l'astral. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une personne qui serait aveugle de naissance, exemple, qui ne peut pas percevoir, mais qui peut juste se servir de son imaginaire, donc dans son expression? Tu me dis la différence entre un aveugle des yeux et un aveugle qui a les yeux ouverts. Hein, bien souvent, les yeux, ça aveugle un homme, hein? Puis beaucoup plus que bien des choses. Parce que les perceptions extrasensorielles se développent quand on a une perception sensorielle qui est diminuée. Alors, on a plusieurs pratiques où ce qu'on va faire des pratiques les yeux bandés, les oreilles bouchées. On revient souvent aux arts martiaux. Disons que prochainement, on va commencer des cours ici qui sont justement une prolongation de la théorie conférentielle ou séminarienne ou encore une théorie au niveau de cours ou une théorie qu'on ramasse tout partout pour l'appliquer dans le domaine du physique pour développer des choses, justement. Alors, si tu regardes dans n'importe quel, justement, phénomène, tu vas toujours avoir un phénomène qui va être psychologique qui ne pourra pas s'exprimer et une expressivité dans le domaine, disons, de la matière. Et si on regarde encore au niveau des arts martiaux, le fait d'avoir les yeux bandés pour répéter certaines routines, que ce soit une routine de démarche flottante, Tai Chi Chuan, que ce soit une routine de n'importe quoi, le but visé n'est pas de briser des briques, le but visé est de répéter des déplacements avec une perception sensorielle diminuée. Ce qui fait que par après, tu vas pouvoir aller dans le bois, les yeux fermés, comme on a déjà fait, et retrouver le chemin de ton chalet, même si tu as 15 minutes à faire dans la neige jusqu'aux genoux, et qu'il n'y a pas de sentier comme tel préétabli. Et on est 15 à suivre en ligne, puis les individus arrivent à pas se perdre. Bon,
Tu retrouves la source après pour ramasser ton eau. Tu as toujours les yeux fermés. On a fait ça une fin de semaine de temps. Bon, on a même pris des photos. Il n'y a pas une de bonne. Bon. Alors, vois-tu... Non, c'est vrai. On a juste des bons. En tout cas, au risque. Alors, ce qui arrive, c'est que, donc, en brimant certaines sensibilités, certaines perceptions sensorielles de ton corps, tu obliges d'autres choses à se déformer. À se déformer, oui, parce qu'ils vont grossir, ils resteront pas l'état stagnant. Mais l'idée, c'est que si tu fais ça chez toi, si c'est pas structuré, ben l'homme étant ce qu'il est, ben il va faire une fois ou deux pour s'amuser, il va trouver que ça marche, que c'est extraordinaire, il va en parler aux autres, puis lui ne pratiquera plus. Alors donc, c'est préférable de s'inscrire dans n'importe quel genre de phénomène pour pouvoir au moins recevoir des coupes dans le derrière par le fait qu'on investit de l'argent, ce qui fait qu'on y va, par le fait qu'on a des professeurs qui nous poussent dans le derrière. Alors donc, l'aveugle a la possibilité de développer d'autres sens extrasensoriels, mais il est quand même, disons, il y a un certain problème, celui au niveau par exemple, de ses yeux ou de ses oreilles. Il va enseigner à ceux qui voient qu'on peut voir pas Dieu. Mais ceux qui voient avec leurs yeux trouvent ça extraordinaire qu'on puisse voir pas Dieu. Mais ils ne pensent pas le développer. Alors, à un moment donné, disons, il faut développer. Merci, Daniel. J'aimerais juste dire, mercredi prochain, disons à 17h30, on a une réunion publique, gratuite, pour tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le cours programme maître contrôleur qu'on donne ici au centre. Cours que je donne avec différentes personnes. Alors, ce qui fait que tous ceux qui seraient intéressés, vous êtes les bienvenus mercredi prochain à 17h30. C'est gratuit. Vous aurez l'information que vous voulez. Et ceux qui seraient intéressés au projet du village scientifique de l'avenir à OFSA, dimanche